l'euroscepticisme et l'avenir de l'Europe. On est évidemment très heureux de vous recevoir ce samedi. Et on voit que vous êtes vraiment très nombreux pour cette journée de l'Europe. Alors c'est vrai que ces journées de l'Europe ont été conçues avec nos villes jumelles. Et je vais en profiter pour vous présenter. Enfin, d'ailleurs, tous nos maires des villes jumelles vont se présenter en préambule. Non, mais ça fait. Ah, il n'y a pas de son. Good afternoon. It's a pleasure to be here in ISSE. Thank you so very much for your warm welcome. Hello, my name's Steve Curran. I'm the leader of Hounslow Council, and again, thank you for your warm welcome. Buonasera a tutti, sono Luciano Pantanetti, Presidente del Consiglio Comunale di Macerata. Ringrazio per l'invito e mi auguro che possiamo fare un buon lavoro. Ecco. Bonjour à tous. Ich bin der Oberbürgermeister der Stadt Weiden in der Oberpfalz aus Bayern. Ja, und sehr froh, hier zu sein. Schönen guten Tag, mein Name ist Matthias Löw. Ich bin der ich bin Mitglied im Stadtrat der Stadt Weiden in der Oberpfalz, die ganz offensichtlich in Bayern liegt. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Councillor Amritpal Singh Mann. I'm the Deputy Leader of London Borough Hounslow. Good afternoon, everybody. My name is Pritam Garewal. I'm Councillor from London Borough of Hounslow. Really happy to be here with you. Alors, merci beaucoup à Madame le maire et Monsieur les maires de nos villes jumelles. Alors ici, les Moulineaux, bien, écoutez, c'est une ville qui est jumelée avec 13 villes. Nous avons 13 villes jumelles dans le monde. Donc, évidemment, on vous a présenté les villes européennes, mais nous sommes aussi jumelés avec d'autres villes hors d'Europe. Nous sommes jumelés avec le Togo, évidemment, Dapaong au Togo. Nous sommes jumelés avec Echmiadzin en Arménie. Nous sommes aussi jumelés avec Naria en Israël. Et nous avons ce qu'appelle notre maire, que je salue, ce que l'on appelle des jumelages asiatiques. C'est-à-dire nous sommes jumelés avec la Corée, Guro, du centre de Séoul, Guro, donc Corée. Nous sommes jumelés aussi avec la Chine, deux villes de Chine, Leshan dans le Sichuan, là où il y a le plus grand Bouddha du monde, 71 mètres, et aussi avec Dongshan, un quartier de Pékin. Et évidemment, nous sommes aussi jumelés avec une ville japonaise d'Ishikawa. Donc vous voyez, ici les Moulineaux est vraiment ouverte non seulement sur l'Europe, mais aussi sur l'international. Alors on vous remercie évidemment beaucoup, puisqu'on a eu beaucoup de monde au cours de ce village européen. Hier soir, nous avons fait la soirée Jumelage en fête, qui a mis à l'honneur tous nos jumelages, et aussi tout ce que nos villes en matière culturelle peuvent faire, de danse. Il y a eu de la danse, il y a eu du chant, il y a eu du rock. Et on les en remercie beaucoup. Demain matin aussi, un grand point d'orgue. Alors évidemment, la conférence dont je vais laisser Monsieur le maire en parler. Mais demain matin, le point d'orgue sera à 10h30. Ici même, nous fêterons notre anniversaire de mariage avec Hounslow et nous ferons notre confirmation de mariage, nos 35 ans de mariage, de jumelage. Je dis mariage parce qu'un jumelage, c'est un mariage avec Hounslow. Un peu comme à Las Vegas, vous savez, on fait des confirmations de mariage. Monsieur le maire a dit, bah voilà, on va faire une confirmation de mariage avec Hounslow, ce qui est, dans la période du Brexit, un très très beau symbole et nous en sommes contents. J'ai assez parlé et je cède évidemment la parole à... Mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue en cet hôtel de ville d'Issy-Moulineaux pour cette conférence débat consacrée à l'euroscepticisme et à l'avenir de l'Europe. La place, l'implication de la France dans l'Europe ont été un thème majeur de la campagne présidentielle, et si elle a confirmé la percée d'un populisme eurosceptique, comme partout ailleurs, nos concitoyens ont aussi fait part de leur rejet massif du repli nationalisme. Pour faire encore progresser l'idée, l'envie d'Europe,
Il faut continuer d'encourager les multiples initiatives d'échange qui ont été conduites en faveur de la jeunesse et ont porté leurs fruits. En cette année 2017, nous fêtons le 60e anniversaire des traités de Rome, mais aussi le 30e anniversaire du programme Erasmus, devenu Erasmus+ en 2014, qui a bousculé les habitudes en offrant 3 décennies de mobilité, d'échange de connaissances, de destin européen partagé. Ce projet incarne la coopération fructueuse qui peut exister entre les États et les peuples d'Europe. Et combien d'autres formidables opportunités pour les individus comme pour les territoires qui ont indéniablement contribué au rapprochement entre les citoyens et à l'émergence d'une notion de citoyenneté européenne. La levée des doutes légitimes d'une partie de nos concitoyens sur l'Union européenne face aux grands défis mondiaux et à la nécessaire réforme de son fonctionnement qu'elle devra affronter passera par la multiplication et la démocratisation de ces initiatives concrètes afin qu'elles bénéficient au plus grand nombre. La ville d'Issy-Moulineaux s'inscrit depuis longtemps dans une véritable dynamique d'ouverture envers nos voisins européens. Dès 1954, nous nous sommes engagés, je n'étais pas maire à l'époque, contrairement aux mauvaises langues, en faveur de la réconciliation franco-allemande en nouant un jumelage avec la ville bavaroise de Weiden. Après le traumatisme, les dévastations de la guerre, il s'agissait alors d'un acte fort marquant notre désir d'avancer ensemble sur un chemin partagé. C'est ainsi que nous avons lié la même relation d'amitié, de confiance, de dialogue avec Framery en Belgique en 1979, Hounslow au Royaume-Uni en 1982, en même temps que Macerata en Italie, et enfin Pozuelo de Alarcón en Espagne en 1990. Si un jumelage n'est parfois qu'une déclaration de bonnes intentions, nous nous sommes pour notre part efforcés de les animer, de maintenir la vitalité, la proximité de chacun de ces partenariats au travers d'échanges réguliers, qu'ils soient institutionnels, culturels, sportifs ou éducatifs. Les piliers de nos relations d'amitié sont indéniablement les échanges scolaires, qui permettent chaque année à plus de 250 jeunes Français, Allemands, Italiens, Espagnols, Anglais, de se rencontrer, se découvrir pour partager leur vision du monde, consolider nos liens et notre identité européenne. Notre comité de jumelage en étroite collaboration avec notre municipalité fait également vivre ces liens en organisant notamment des voyages auxquels les Icéens sont invités à prendre part. À l'occasion de cette fête icéenne de l'Europe, parmi un programme foisonnant, en présence des délégations de nos villes jumelles, que je salue, nous avons souhaité aborder de front cette difficile question de l'euroscepticisme. Pour cela, nos intervenants vont nous apporter leur expérience de l'Union européenne et leurs témoignages, leurs ressentis, ainsi que leur vision du futur européen. Tout d'abord, Nicole Fontaine. Vous êtes avocate au barreau des Hauts-de-Seine, eurodéputée de 1984 à 2009, hormis l'intervalle où vous avez été appelée au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, sous la présidence de Jacques Chirac. Vous avez exercé les plus hautes fonctions au sein du Parlement européen. Vous en avez même été la présidente de 1999 à 2002, seule femme élue à ce poste à ce jour, après Simone Veil. Vous avez d'ailleurs publié en juin 2016, dans les jours qui ont précédé le référendum britannique, en collaboration avec le journaliste François Poulet-Matisse et des étudiants de l'ESCP Europe, l'ouvrage « Brexit, une chance, repenser l'Europe ». Philippe Juvin, vous êtes quant à vous professeur de médecine spécialisé en anesthésie-réanimation, actuellement chef de service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Maire de la Garenne-Colombes depuis 2001, député européen depuis 2009, vous êtes le porte-parole de la délégation française du Parti populaire européen. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Notre histoire, les 100 dates
qui ont fait la nation européenne, paru en 2014 aux éditions Lattès. Enfin, Yves Bertoncini, spécialiste des questions européennes, vous avez notamment enseigné à l'École des Mines, au Collège d'Europe à Bruges, à Sciences Po Paris, à l'École nationale d'administration. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages sur les enjeux européens et vous dirigez l'Institut Jacques Delors depuis 2011. Institut qui a pour mission de mener des réflexions, produire des analyses politiques destinées à la fois aux décideurs européens comme au grand public. Tous trois, vous tenterez d'apporter une réponse à ce phénomène eurosceptique qui traverse l'Europe et peut-être nous fournir des idées pour que les collectivités locales, comme ici Moulineau, contribuent encore à la construction de cet avenir européen commun. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et d'être présent aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes, à tous, une agréable et enrichissante conférence. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le maire. On me donne le privilège de faire une très brève introduction à nos échanges. Je dis tout de suite mon plaisir d'être ici, non pas en provenance d'une commune jumelée avec Issy-les-Moulineaux, mais d'une commune qui peut-être va bientôt fusionner avec Issy-les-Moulineaux, puisque je réside à côté, à Boulogne-Billancourt. Donc c'est encore plus beau l'amour fusionnel que le jumelage. Mon plaisir aussi, comme directeur de l'Institut Jacques Delors et président du mouvement européen France, de faire cette introduction et de participer au débat, une petite semaine après une élection présidentielle qui n'a pu échapper à personne, dans un contexte bien particulier. Je dirais qu'il y a actuellement un anticyclone au-dessus de la France, s'agissant de l'idée européenne. Ça ne va peut-être pas durer très longtemps, les dépressions vont revenir, l'euroscepticisme aussi, bien sûr, il existe en France, il n'a pas disparu. Il existe aussi en Europe. Mais avant de donner la parole à mes deux illustres voisins, je voudrais essayer une petite clarification de cette expression, euroscepticisme, à partir de trois mots. D'abord, le franco-scepticisme. Je voudrais parler du franco-scepticisme. Je veux dire par là que parfois, quand les pays vont mal, il est assez tentant de chercher des responsables ailleurs et de les trouver à Bruxelles. Et d'une certaine manière, quand les pays vont mieux, et je prends l'exemple de la France, si les Français ont un peu plus confiance en eux-mêmes, s'ils pensent un peu plus que les problèmes qui existent en France peuvent prendre leur source en France et donc trouver leur solution en France, ils peuvent éprouver un tout petit peu moins d'acrimonie vis-à-vis de l'Europe, même si, évidemment, l'Union européenne n'est pas parfaite. C'est un compromis à 28 États, et même s'il y a évidemment beaucoup de critiques à lui formuler. Mais mon observation, quand je regarde les 28 pays de l'Union européenne, c'est que où il y a un scepticisme national sur le pays, eh bien les euroscepticismes peuvent être un peu plus forts que dans les pays qui vont bien. Donc premier mot, franco-scepticisme. Deuxième mot, et je fais référence à l'ouvrage de Nicole Fontaine et au cas britannique, je crois que même si euroscepticisme, c'est un mot qui nous vient justement des Britanniques, euroscepticism, il ne faut pas le confondre avec quelque chose qui est pire, qui s'appelle l'europhobie. L'europhobie qu'ont exprimé les Britanniques, c'est plus que de l'euroscepticisme. L'europhobie, ce n'est pas seulement critiquer l'Europe. Quand on est eurosceptique, on critique l'Europe. Non, c'est détester tellement l'Union européenne qu'on la quitte. Ça, c'est de l'europhobie. C'est un sentiment légitime. Moi, je ne l'éprouve pas, mais je comprends qu'on puisse l'éprouver. Mais pour la clarté du débat, j'aimerais bien qu'on opère cette distinction. En tout cas, moi, je l'opère. Euroscepticisme et europhobie. Ça m'a toujours frappé quand je voyage dans les pays d'Europe centrale, j'irai demain soir à Prague, qu'on trouve là-bas beaucoup d'euroscepticisme, oui, mais pas d'europhobie. C'est-à-dire, ou alors une europhobie à un niveau très très bas. C'est-à-dire des critiques vis-à-vis de l'Europe, mais pas du tout la volonté de la quitter. Donc je crois que ça doit nous inciter à distinguer les deux choses. C'est que d'une certaine manière, ce qu'on a vu en France la semaine dernière, c'est que quand une candidate déteste suffisamment l'Europe pour pouvoir la quitter, quand elle déteste suffisamment l'euro pour vouloir le quitter, eh bien, elle rencontre une limite populaire et démocratique. Et puis troisième mot, donc je viens quand même au cœur du sujet, l'euroscepticisme, pour y mettre un S.
euroscepticisme avec un S. Parce que ce qui me frappe, et peut-être la présence de représentants de plusieurs pays d'Europe nous permettra de le confirmer, évidemment avec 2 éminents spécialistes des affaires européennes, c'est que l'euroscepticisme est divers. Et je ne prendrai qu'un exemple. Quand nous avons eu la crise de la zone euro, qu'il a fallu aider des pays comme l'Irlande ou la Grèce, il y a un euroscepticisme là qui est né dans certains pays qui ne voulaient pas être solidaires. Et donc en Finlande, on a vu des partis arriver en disant on ne va pas aider la Grèce ou l'Irlande. En Allemagne, un parti, Alternative für Deutschland, qui s'est créé sur cette idée. Donc un euroscepticisme qui ne voulait pas de la solidarité. Et puis quand cette solidarité a été octroyée, bien évidemment elle était conditionnelle, elle s'est accompagnée de mesures drastiques, d'austérité, eh bien ça a fait naître un autre euroscepticisme de l'autre côté. L'euroscepticisme des Grecs, qui n'est pas de l'europhobie d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas voulu sortir de la zone euro au moment où ils auraient pu. L'euroscepticisme des Grecs, c'est un euroscepticisme anti-austérité. Je voulais juste poser ça dans la discussion parce qu'en réalité, ces euroscepticismes, parfois, se répondent l'un l'autre. Et donc, évidemment, pour sortir l'Europe de l'euroscepticisme, en réalité, il faut essayer de la sortir des euroscepticismes, et c'est particulièrement difficile. C'est pour ça qu'on n'aura pas trop des lumières de Nicole Fontaine et de Philippe Juvin, puis ensuite de dialogue qui s'établira entre nous pour essayer d'avancer face à ce défi politique de très grande ampleur. Voilà, je voulais simplement dire cela dans mon introduction, et maintenant j'ai le plaisir de donner la parole à Philippe Juvin, et puis ensuite à Nicole Fontaine. Merci infiniment, et merci particulièrement à André Santini pour son invitation. Et je suis très impressionné, moi aussi comme maire d'une commune plus petite et plus modeste, mais je suis impressionné par le nombre de villes jumelles, et je vais sortir d'ici avec beaucoup d'idées, mon cher André. Alors tout d'abord, avant de peut-être d'essayer de balayer les raisons qui nourrissent cet euroscepticisme, il faut rappeler les raisons pour lesquelles nous avons décidé de vivre ensemble. Il y a, je crois, 2 types de raisons. Et ces raisons, il faut les rappeler sans cesse. Et il est probable d'ailleurs qu'une des raisons de l'euroscepticisme, c'est que nous ne rappelons pas les bonnes raisons que nous avons de vivre ensemble. La première des raisons, c'est une raison liée à la taille de chacun des États européens. Aucun État européen tout seul ne peut espérer durablement compter dans le concert des nations s'il avance seul. Nos amis britanniques, dont on sait l'intelligence politique, ont fait un travail très intéressant qui a été publié par les services du Premier ministre il y a 3 ans, qui est disponible sur Internet, et qui montre l'évolution de la puissance relative des États dans le monde dans les 10, 20, 30 et 40 ans à venir. Et je retiens de cette étude que tous les 10 ans, un État européen sort du concert des 10 plus puissantes nations. La première nation à sortir, si nous n'avançons pas ensemble, c'est l'Italie. 10 ans plus tard, c'est la France. 30 ans plus tard, c'est la Grande-Bretagne. Et dans 40 ans, y compris l'Allemagne, ne fait plus partie des 10 plus grandes nations. Ce qui signifie que si les États européens veulent continuer à peser sur les affaires du monde, il faut qu'il se trouve un véhicule de puissance. Et le véhicule de puissance est, me semble-t-il, une association de ces États à travers, aujourd'hui, l'Union européenne, peut-être demain quelque chose. Mais ce qui est certain, c'est que nos États, quelle que soit la puissance qu'ils ont pu avoir dans le passé, demain, pour compter, devront être associés. Et il faut trouver un moyen pour qu'ils travaillent ensemble et que l'intérêt de l'Allemagne soit défendu par la France, que l'intérêt de l'Italie soit défendu par l'Espagne, etc., etc. Ensemble, nous pouvons espérer peser. Il est certain que séparément, nous ne pèserons pas. Ça, c'est l'argument économico de puissance. Le deuxième argument est un argument plus profond, me semble-t-il, c'est l'argument de civilisation. Nous faisons partie du même projet de civilisation. J'ai bien entendu les États qui, à travers les villes jumelles, étaient présents aujourd'hui. Bien, si les Britanniques n'avaient pas inventé la Magna Carta,
il est probable que d'autres pays derrière, et la France, avec sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'aurait pas suivi comme ça. Il y a une interconnexion entre les valeurs des États parce que ce sont les mêmes valeurs. Quand ce qui va devenir un jour l'Allemagne abrite Luther, puisque nous sommes dans une année Luther, c'est l'année 17, eh bien, Luther invente quoi? Il invente la capacité des hommes à librement critiquer l'Église ou la manière de croire, ce qui est le seul endroit au monde où c'est possible, en Europe. Et ça, c'est une valeur commune aux États européens. Et on voit bien que ce qui naît dans ce qui sera l'Allemagne devient une valeur commune. Et puis pour prendre un exemple italien, mais il y en a 1000 des exemples, quand l'empereur Justinien décide de codifier le droit romain de la même manière partout dans l'Empire romain, qu'est-ce qu'il fait? Il explique que le droit est un facteur d'homogénéisation des sociétés. Et il l'utilise comme tel. Et aujourd'hui, c'est très clairement ce que fait l'Union européenne. Elle crée un corps juridique commun pour tenter de nous unifier. Donc on voit bien qu'au-delà de l'argument de puissance, il y a un argument de civilisation. Les valeurs des Allemands sont les valeurs des Italiens, les valeurs des Italiens sont celles des Français, etc. etc. Même s'il y a des différences entre les États, les valeurs fondamentales sont strictement les mêmes et exprimées, expliquées par l'histoire. Pourquoi il y a de l'euroscepticisme? D'abord, il y a une raison, je crois, il y a deux raisons qui sont des raisons conjoncturelles. La première raison, et ça a été dit, justement, c'est quand il y a la crise, quand tout va mal, on cherche des boucs émissaires. Et c'est évidemment plus facile de trouver un bouc émissaire chez son voisin, et quand ce n'est pas son voisin, c'est ce qui sert de voisin, c'est-à-dire l'Union européenne. Et combien de fois avons-nous vu en France des ministres, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui sont allés à Bruxelles et qui reviennent avec un gros clin d'œil en disant « Vous avez vu, je les ai bien eus ». Comment voulez-vous ne pas créer un sentiment d'euroscepticisme si l'Europe est vécue et décrite surtout par le personnel politique comme étant l'endroit où surtout il faut aller faire une sorte de bon coup, un casse de banque, et revenir et vous voyez, je me suis bien débrouillé, je les ai bien eus. Par définition, ça ne peut pas marcher. Et il est vrai que quand tout va bien, quand il n'y a pas la crise économique, on n'a pas besoin de bouc émissaire. Donc la crise économique est évidemment un moteur formidable à l'euroscepticisme. La deuxième raison, me semble-t-il, est un argument un peu plus encore conjoncturel, c'est l'affaiblissement politique du couple franco-allemand. Qu'on le veuille ou non, je sais que d'autres États membres voient cette notion du couple allemand avec parfois de l'irritation. Il ne s'agit pas de dire que l'Europe, c'est la France et c'est l'Allemagne. C'est évidemment plus complexe que ça, mais nul ne peut disconvenir qu'il n'y aurait pas eu une volonté franco-allemande de pousser l'Europe. L'Europe, probablement, n'aurait pas abouti comme elle a aujourd'hui abouti. Donc le moteur franco-allemand est quelque chose d'absolument indispensable et il a été extrêmement affaibli ces dernières années. Et moi, j'ai souvenir, qui était proche de Nicolas Sarkozy, que quand il a été élu, j'en témoigne, il souhaitait remettre en cause cette prééminence de ce couple franco-allemand. Il me l'avait exprimé, il avait dit « Je pense qu'il faut continuer évidemment à travailler avec les Allemands, mais trouver aussi d'autres associations. » Et rapidement, en quelques mois, il est revenu vers moi et vers quelques-uns en nous expliquant « Tout ça est vrai, mais je comprends, en étant président de la République, avec un peu de recul maintenant, que si ce couple n'est pas hyper renforcé par rapport à toutes les autres associations, en fait, c'est l'Europe entière qui en souffre. » Et donc, l'affaiblissement du couple franco-allemand lors du dernier quinquennat est une vraie question, qui met en jeu, en fait, l'équilibre général de l'Union européenne. La troisième raison, je crois, c'est une certaine illisibilité de l'action politique européenne. À la fois parce qu'il n'y a pas de sens politique, je vous ai parlé du projet de civilisation et du projet de puissance, ce n'est pas exprimé. Ni les États membres, ni les institutions européennes en charge du projet européen n'expriment l'Europe comme un projet de civilisation, ni comme un projet de puissance. L'Europe puissance n'est jamais exprimée comme telle par modestie ou par volonté de ne pas apparaître comme une volonté conquérante, etc. Que sais-je? En tout cas, ce n'est pas exprimé. Et à partir de là, il est difficile pour un Européen d'être fier d'être Européen. Posez la question, pourquoi êtes-vous fier d'être Français? On vous dira les grands moments de l'histoire de France, les savants, les peintres, les écrivains. Les écrivains, c'est très important en France. Demandez à la même personne en quoi êtes-vous fier d'être Européen,
et la réponse sera très complexe, voire n'existera pas. Je reproche aux États membres, et je reproche encore plus aux institutions européennes, de ne pas donner de vraies raisons d'être fiers d'être européens, et même de ne pas leur parler. Quand j'ai mon petit appareil là dans la poche, il y a un compte Twitter du Parlement européen en français, en anglais, en allemand. Donc le français, l'anglais, l'allemand peuvent le comprendre. En revanche, quand la Commission européenne, M. Juncker, parle, quand le Conseil, M. Tusk, parle, eh bien, il n'y a pas de compte Twitter, il n'y a pas de compte Facebook en français, en allemand, en italien. Tout ça est en anglais. Alors pardon, mais comment voulez-vous qu'un Français qui ne parle que français, parce que c'est comme ça en France, on parle que français, eh bien, comprenne ce que dit M. Tusk ou ce que me dit M. Juncker quand il ne parle pas français. Il ne peut pas les comprendre. Et donc, c'est aussi une volonté, y compris technique, que les institutions doivent comprendre. D'ailleurs, j'ai posé à la Commission ainsi qu'au Conseil une question récente en leur disant « Mais qu'est-ce que vous attendez, bon sang, pour créer un compte Twitter en allemand, en italien, en français, et pareil au Conseil ?» J'attends la réponse avec un certain intérêt. Enfin, et je terminerai là-dessus, au-delà des raisons proprement européennes qui nourrissent l'euroscepticisme, je pense qu'il y en a une quatrième, qui est une raison plus large, qui a trait à la critique du personnel politique. Vous savez que c'est très à la mode de dire qu'il faut faire de la politique autrement, que tous les élus qui sont en place sont des incapables au mieux, des profiteurs du système au pire, et qu'il faut changer tout ça, du balai. Je ne dis pas que la démocratie ne doit pas être le renouvellement, c'est le renouvellement, c'est même l'essence de la démocratie qui est une opposition à une majorité, ça va de soi. Mais quand on laisse entendre aux citoyens qui sont face à la crise prêts à tout entendre et à tout croire, que tout est à cause d'un personnel politique d'une mauvaise qualité, qui n'est pas capable et qui profite d'un système, eh bien au fond, l'Europe comme image archétypale de la politique en souffre aussi. Et quand j'entends dire que les élus doivent, les parlementaires, ne faire désormais plus que 3 mandats et puis après du balai, ça aura quoi comme conséquence? Ça aura comme conséquence que la France, encore une fois, eh bien, sera affaiblie, par exemple, au Parlement européen, où on reproche souvent aux parlementaires français de venir faire un petit tour et puis de repartir. Eh bien, je connais d'autres États mieux organisés et plus à même de comprendre les réalités politiques qui savent qu'il faut envoyer des parlementaires chevronnés et qu'ils aient de l'expérience. La critique de l'action politique en général et du personnel politique en général nuit aussi à l'Europe. Je terminerai sur cette référence littéraire. Anatole France, qui est un auteur français de la fin du 19e et du début du 20e siècle, Anatole France a écrit un roman terrible qui s'appelle « Les dieux ont soif ». Dans ce roman, il exprime le devenir d'un jeune homme très brillant, intellectuellement brillant, intelligent, moderne, qui veut que le monde change, qui veut que la modernité apparaisse dans tous les états de la société. Et pour cela, il entre comme juge dans un tribunal révolutionnaire. Nous sommes au moment de la Révolution française, et il va donner la main à quelqu'un qui est un incorruptible, qui s'appelle Robespierre. Eh bien, ils veulent tellement le renouveau et tellement faire en sorte qu'on passe à quelque chose de nouveau, eh bien qu'ils en deviennent, les dieux ont soif, des gens qui mettent à bas finalement la démocratie. Donc attention à ne pas fragiliser la démocratie qui, bien que très imparfaite, a aussi l'intérêt de faire vivre le débat social. Voilà sur l'euroscepticisme, je crois, les quelques raisons qui peuvent l'exprimer. Merci beaucoup. La transition est facile pour dire attention à ne pas trop fragiliser l'Europe qui, bien qu'imparfaite, a aussi ses vertus politiques et peut-être même géopolitiques. Donc je donne sans tarder la parole à Nicole Fontaine. Merci. Voilà. Merci. Monsieur le maire, cher André, je voudrais tout d'abord vous féliciter très chaleureusement de l'initiative que vous avez prise de cette journée européenne. Je connais vos convictions et je pense que ce genre d'initiative, plus particulièrement dans le contexte actuel, est particulièrement utile et opportun. Je salue les représentants des jumelages, des villes jumelées. Vous me permettrez de dire une petite chose, parce qu'il faut prendre son bien quand il passe. Je m'honore d'avoir proposé en son temps au Parlement européen un rapport sur les jumelages des villes et des communes. Et
ce rapport avait une originalité, c'était d'être assorti d'une ligne budgétaire qui a permis, certes modestement, d'une façon hélas trop modique, mais tout de même, qui a permis d'apporter un concours aux jumelages qui souhaitaient retrouver un nouveau souffle, qui souhaitaient se prolonger. Et puis vous avez aussi loué les bienfaits d'Erasmus, des échanges des jeunes. Et là aussi, n'est-ce pas, cher Philippe Juvin, cher monsieur le député européen, vous avez, je rappellerai que Erasmus est venu d'une initiative du Parlement européen. C'est un rapport d'initiative de Nicole Perry, une députée française, qui avait demandé à la Commission européenne de préparer un grand rapport permettant d'amplifier la mobilité communautaire des jeunes. Bon, je crois que ça méritait d'être rappelé d'emblée. Mon propos s'inscrira bien évidemment complémentairement de ce que disaient fort justement Yves Bertoncini et Philippe Juvin, mais je vous dois, chers amis, une explication tout de même, parce que c'est vrai que le titre de l'ouvrage que j'ai commis avec le journaliste François Poulet-Matisse et avec des étudiants de ESCP Europe, dont certains sont présents ici, et nous aurons certainement grand plaisir à entendre leurs témoignages. Brexit, une chance, avec un point d'interrogation, certes. Alors évidemment, ça a beaucoup intrigué. Pourquoi, comment se fait-il que l'ancienne présidente du Parlement européen puisse dire que c'était une chance, que le Brexit serait peut-être une chance? En réalité, il fallait lire, bien sûr, le message subliminal, c'était le sous-titre « La chance de repenser l'Europe ». Parce que, comme vous tous, et nous sommes là au cœur du thème qui nous rassemble aujourd'hui, force est de constater que depuis plusieurs années, l'euroscepticisme, en effet, a gagné, malheureusement. La désaffection des citoyens à l'égard de l'Europe est profonde, elle s'est produite insensiblement, mais elle nous est apparue avant le Brexit d'une façon, disons, très forte. L'Europe est malade. Beaucoup disaient, vous vous en souvenez peut-être, si Brexit il y a, ce sera la fin définitive de l'Europe, ce sera la mort, ce sera... Bon, voilà. Moi, je me suis dit, enfin moi avec ce journaliste et en réfléchissant avec les étudiants de SCP Europe, on s'est dit, non, finalement, au contraire, ça peut être la chance d'une clarification et la chance d'un rebond, la nécessité de refonder l'Europe. Et aujourd'hui, on constate un regain de l'intérêt européen. Je ne dis pas que tout est gagné, mais une certaine volonté, parce que, comme vous l'avez très bien dit, Philippe, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne peut pas vivre seul. Et que pour faire face aux grands défis auxquels nous sommes affrontés, que ce soit les défis climatiques, défis migratoires, défis du terrorisme, défis de la croissance, eh bien, nos États seuls n'ont pas la possibilité d'affronter ces défis et de les surmonter. Et ça, c'est une réalité qu'aujourd'hui, on constate. Maintenant, évidemment, le chemin reste à parcourir. Complémentairement aux causes de l'euroscepticisme, complémentairement à ce que vous avez dit, nous nous penchons vraiment d'une façon très approfondie sur les causes de cette désaffection des citoyens à l'égard de l'Europe. Parce que, je me tourne plus particulièrement vers le médecin, Philippe, vous le savez mieux que quiconque, pour guérir le malade, il faut faire le bon diagnostic. Alors, nous avons vraiment beaucoup réfléchi sur les causes de cette désaffection. Il y a celle que vous avez dit, l'Europe bouc émissaire. Ce n'est pas seulement à l'occasion de la crise que l'Europe a été utilisée comme un bouc émissaire. Je dirais c'est presque dès le départ. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était l'Europe. Et quand il y avait des bienfaits, sauf à Issy-les-Moulineaux, André, alors là, on ne boudait pas son plaisir, on disait clairement que cette réalisation avait pu être faite grâce au concours de l'Europe. Mais beaucoup, il faut le dire, beaucoup d'élus nationaux et locaux occultaient les bienfaits de l'Europe. Et nous avons été, je dirais, trop modestes.
c'est que nous n'avons pas suffisamment mis en exergue, sauf des grands instituts comme l'Institut Jacques Delors, comme le Mouvement européen. Bon, mais ce n'était pas suffisant, nous n'avons pas suffisamment mis en exergue tout ce que l'Europe avait apporté de bienfaits, les acquis considérables de la construction européenne qui avaient permis dans les premières années de bâtir une véritable confiance. J'ajouterais d'ailleurs que c'était un projet collectif. Ça a été perçu comme un projet collectif, un grand projet, un projet de valeurs partagées, de civilisation, et il y avait un immense espoir que nous parviendrions à construire cet espace de prospérité, de liberté, de solidarité partagée. Je me souviens, Valéry Giscard d'Estaing disait souvent « L'Europe, c'est une fenêtre ouverte sur une grande cause ». Et les jeunes qui ont inventé la devise « Unis dans la diversité », était porté vraiment très fortement ce projet. Alors pourquoi cette désinfection? Europe bouc émissaire, oui, mais aussi la perception que les citoyens ont eue assez rapidement, à tort ou à raison, mais quand même un petit peu à raison, d'une Europe technocratique. C'est vrai, on a construit le marché unique à marche forcée. On a élaboré quelques 300 textes entre 86 et 93. Ça a été vraiment une entreprise législative, mais nous n'avons pas suffisamment associé les citoyens à cette entreprise. Il y a eu une grande absence de communication et de transparence, me semble-t-il, et encore une fois, il faut balayer devant toutes les portes, y compris devant celle du Parlement européen, bien évidemment. C'est à ce moment-là qu'a surgi le fameux « qui fait quoi ?» Qui fait quoi? Là-bas, à Bruxelles, à Bruxelles. Et les citoyens ont eu le sentiment que, finalement, eh bien, il y avait des décisions qui étaient prises sans qu'ils en perçoivent les conséquences. Ils ont eu le sentiment que l'Europe était plus source de contraintes, les fameuses normes, être aux normes européennes, que de bienfaits. Et quand je dis pas suffisamment de bienfaits, là, j'évoquerai également les attentes déçues. Les attentes déçues parce que beaucoup de citoyens attendaient que l'Europe leur apporte dans leur quotidien. Il y avait d'ailleurs quelquefois une approche contrastée, c'est-à-dire que parfois on reprochait à l'Europe d'en faire trop, mais en réalité, finalement, l'Europe, elle est inachevée. Elle est inachevée. Il y a beaucoup on a fait très peu de politique en dehors de la politique agricole commune et de la politique commerciale commune. Finalement, nous n'avons pas réalisé une véritable harmonisation fiscale. Nous n'avons pas suffisamment avancé dans la politique sociale. Nous n'avons pas bâti ensemble une politique industrielle commune. Et nous avons une grave lacune qui est de ne pas avoir réussi à bâtir une politique extérieure commune. D'où le reproche de beaucoup de citoyens qui se sont dit « Mais comment se fait-il que dans un conflit aussi dur que le conflit au Proche-Orient, disons ça autrement, dans le processus de paix au Proche-Orient, l'Union européenne, la communauté européenne à l'époque, ne soit pas suffisamment présente politiquement et qu'elle n'intervienne que financièrement et qu'elle laisse les États-Unis sur le devant de la scène. Donc ces attentes déçues ont été très prégnantes et enfin j'évoquerai aussi le sentiment que les citoyens ont eu. On a pris de plein fouet la mondialisation, on n'a pas su suffisamment expliquer les choses. La mondialisation a donné le sentiment d'être subie par l'Union européenne et non pas maîtrisée. On n'a pas pris suffisamment conscience qu'il fallait peut-être revoir la politique commerciale à l'aune de cette mondialisation et revoir la politique de libre concurrence en permettant la constitution de grands géants, géants c'était beaucoup dire, mais européens, et de permettre à des entreprises européennes de s'associer ensemble, de faire partenariat pour être à la hauteur de leurs concurrents dans d'autres continents. Et il y a eu aussi, là je vais être très sévère, mais c'est parce qu'il faut provoquer notre débat, il y a eu quand même une absence de vision. Bon. Mais là encore, vous me direz la critique est facile, mais on la considère chacun. Il y a eu une absence de vision, l'adhésion des pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale n'a pas été suffisamment expliquée
aux citoyens. On ne leur a pas suffisamment dit que c'était un formidable projet politique, que c'était pas un élargissement, c'était la réunification de la grande famille européenne qui se trouvait réunie après les avatars de la guerre. C'était formidable. Et c'était aussi une grande opportunité économique. Et au lieu de cela, les citoyens se sont, je dirais, égoïstement repliés sur eux. Ils ont eu le sentiment que finalement c'était réducteur alors que c'était un grand projet. On a manqué aussi d'anticipation. À ce moment-là, on aurait mieux dû préparer la communauté européenne. Et puis, il y a eu des ambiguïtés, comme par exemple l'adhésion de la Turquie. Je n'ai rien contre la Turquie. La Turquie est un grand pays avec lequel nous avons intérêt, bien évidemment, à avoir un partenariat fort. Fallait-il de là à envisager l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne? Est-ce que c'était bien raisonnable? En tout cas, ça a brouillé, semble-t-il, fortement le message. Dès lors, les citoyens ont eu le sentiment qu'il n'y avait plus de vision, de visibilité, de projet. Ajoutez à cela que depuis quelque temps, pendant plusieurs années, et il faut bien le dire, je ne dis pas ça pour déifier Jacques Delors, mais depuis Jacques Delors, il n'y a plus vraiment, pour reprendre une expression bien connue, de pilote dans l'avion. Et puis là-dessus est survenu, et là ça a été un petit peu le coup de grâce, les crises. La crise financière et la crise économique. Nous n'avons pas suffisamment mis en exergue tout ce que l'Europe a fait, parce qu'il y a eu des textes formidables qui ont été pris par le Parlement européen pour introduire enfin un peu de régulation, l'union bancaire, des tas de textes, mais c'est très technique, et les citoyens ont eu le sentiment, parce qu'ils n'ont vu qu'une seule chose, ils n'ont vu que la gestion calamiteuse de la crise grecque. Et ce peuple fier, profondément européen, qui a été humilié par la Troïka. Et puis ensuite est arrivée la crise migratoire. Et alors là, vraiment, je vais être un peu passionnée, mais je vais vous dire, alors que c'était un tel bonheur d'avoir vu en 1989 le mur de Berlin tomber. On pensait qu'on ne verrait plus que les murs tomber. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu se reconstruire des murs, des barbelés, ici ou là, dans tel ou tel pays que je ne citerai pas, pour empêcher ces pauvres gens qui fuient la guerre, qui fuient le chaos dans leur pays, de venir nous rejoindre. Et je dirais là, les citoyens ont eu le sentiment que l'Europe perdait en quelque sorte un peu leur âme, son âme. Et l'âme de l'Europe, évidemment, elle est tout à fait essentielle pour les raisons que vous avez fort bien dit les uns et les autres, les valeurs, tout ce sur quoi repose l'Europe. Alors, il faut aujourd'hui reconstruire, il faut aujourd'hui refonder, il faut partir des citoyens. On va y revenir dans un deuxième temps. Là, je crois que c'était l'analyse des causes de l'euroscepticisme. Rien n'est perdu. Je pense au contraire que l'Europe est plus nécessaire que jamais, encore une fois, pour relever tous les défis que j'ai évoqués. Mais je pense que pour cela, il faut qu'il y ait une volonté politique forte et que cette fois, on fasse l'Europe avec les citoyens, peut-être un peu plus particulièrement avec les jeunes, parce que ce sont eux qui sont l'avenir de l'Europe. Merci. Merci beaucoup, Nicole Fontaine. Donc, je vais ajouter quelques mots. Le fil directeur m'y autorise, mais je vais être bref, en fait. Très, très bref, parce que je vois déjà des questions qui sont demandées dans la salle. Je vais ajouter 3 mots. Je suis très ternaire, vous voyez, je recommence. 3 mots. D'abord pour dire que l'euroscepticisme est irréductible d'une certaine manière. Il est normal. D'abord, comme je l'ai dit au début, parce que quand vous voulez faire quelque chose qui a le support de la majorité des Français, ça ne va pas forcément plaire à la majorité des Slovaques, qu'il faut se mettre d'accord à 28, et que donc il va bien y avoir à un moment, quand on fait des compromis à 28, où oui, ça va générer du scepticisme, voire même de l'hostilité. Il est un peu normal. L'Europe peut être perçue comme une menace, il faut l'assumer. Alors effectivement, il y a toute la complexité, ce truc-là. Mais la complexité de l'Europe, quand on doit mettre d'accord 28 pays, avec une commission, un parlement, un conseil européen, elle est normale et irréductible aussi, je dirais. C'est un système politique qui n'est pas comme le système français, où une personne, ou presque, peut prendre des décisions tout seul. Bon, parce que nous l'avons élu, bien sûr. Mais l'Europe, c'est autre chose. Vous l'avez éprouvé et vous l'éprouvez actuellement.
Et j'ajouterais que l'Europe fait des gagnants et des perdants. Je raconte toujours que moi j'ai rencontré l'Europe pour la première fois. Alors en réalité, je l'ai rencontré grâce à un jumelage. Ma ville natale, Chambéry, est jumelée avec une ville allemande qui s'appelle Winnenden. Et donc la première fois que j'ai rencontré l'Europe, j'ai fait un match de foot contre des Allemands. On a gagné 3-0, d'ailleurs, je le dis au passage. C'était un bon souvenir. Mais juste un peu après, en partant en colonie de vacances à Bordeaux, il y aura une remarque du... eh bien, j'ai rencontré l'Europe parce que en juillet 85, c'est une anecdote que j'ai partagée il n'y a pas longtemps avec Alain Juppé, les usines Renault délocalisaient en Espagne et au Portugal. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Et les syndicalistes essayaient de bloquer le train. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ces syndicalistes, mais je me suis bien douté qu'ils n'étaient pas enchantés de ce qui se passait dans le cadre de la construction européenne. Donc il faut assumer le fait qu'il y a des gagnants et des perdants. Évidemment, il faut indemniser les perdants, faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, et ça se joue beaucoup au niveau national. Mais enfin, voilà, je voulais dire qu'il faut assumer la part minimale d'euroscepticisme. Dire que pour aller plus loin, en revanche, puisque l'Europe est parfois perçue comme une menace, et ça, Philippe Juvin l'a dit, Nicole Fontaine aussi, il faut la positionner comme une réponse aux menaces. Non pas comme une menace, mais comme une réponse aux menaces. Ce n'est pas les menaces qui manquent en ce moment. Et donc, c'est vrai que si on regarde le monde, si on regarde le terrorisme islamiste, Vladimir Poutine, le chaos en Syrie, en Libye, si on regarde un peu plus haut le changement climatique, la dérégulation financière, les vagues migratoires quand elles sont incontrôlées, la montée en puissance de la Chine, le nombre de menaces. Et même Donald Trump. Voilà, et alors moi, Donald Trump, je ne veux pas forcément le mettre comme une menace, c'est quand même notre allié, mais en tout cas, ce que je peux dire sur Donald Trump, c'est que dans un monde aussi menaçant, le fait que notre allié américain soit aussi instable, ça ajoute au caractère anxiogène de la situation. Et que donc, si les gens qui sont au pouvoir, notamment, s'ils ont une vision, et vous avez raison, Nicole Fontaine, de dire ça manque de vision, tout ça. Si on pouvait un peu plus montrer qu'il y a des menaces et que l'Union fait la force face aux menaces, eh bien oui, sans doute, on réduirait un peu l'euroscepticisme. Puis un troisième mot pour dire que, et vous en êtes la preuve, naturellement, qu'il faut promouvoir l'Europe comme opportunité aussi. L'opportunité d'échanger, l'opportunité de mobilité, l'opportunité économique aussi. Quand on parle en France des délocalisations, elles existent, mais n'oublions pas les localisations. Si l'Europe, si le marché unique est une lune, ne regardons pas que sa face sombre, elle a une face lumineuse. Quand on parle des travailleurs détachés qui viennent en France, alors s'ils y viennent sans respecter les lois françaises, il faut évidemment combattre. Il y a beaucoup de fraude, et c'est inacceptable la fraude. Il faut qu'il y ait une inspection du travail pour empêcher les fraudes au règlement européen. Mais il y a aussi des détachés français qui vont dans les autres pays d'Europe. Quand des détachés viennent, c'est sans doute qu'ils sont un peu moins chers. Il y a des Français qui en bénéficient. Il y a un pouvoir d'achat qui est gagné grâce au recours à certaines importations ou à un travail détaché. Moi, ce qui me frappe en France, c'est qu'on voit souvent la face sombre sans voir la face lumineuse. Il y a aujourd'hui 350 000 frontaliers français. Alors pas aujourd'hui, c'est un jour non travaillé, mais il y a chaque jour 350 000 frontaliers français qui vont travailler en Allemagne, en Suisse, un peu partout. Le chiffre dans l'autre sens, d'ailleurs, c'est 20 000. Donc il y a énormément plus de Français qui vont travailler juste à côté que l'inverse. Donc l'Europe comme opportunité. Et je trouve qu'évidemment, si notamment nos responsables politiques pouvaient davantage insister, alors nous le faisons au mouvement européen, naturellement, eh bien l'euroscepticisme pourrait être un peu plus faible. Voilà, je ne veux pas être plus long parce que c'est vraiment le temps du débat maintenant qui nous attend. J'ai bien noté que l'un des représentants allemands, qui ne m'en voudra pas de rappeler que nous avions battu Winnenden 3-0, pour le consoler, je veux dire que l'année suivante, ils nous ont battus 2-1, de justesse, 2-1. Mais je crois que c'est le temps maintenant de lui donner la parole. Voilà, monsieur Kurz, c'est à vous. Ja, schönen Dank, dass Sie mir das Wort geben.
Und ich glaube, hier und mit André Santini sitzt die Ebene der Bürgermeister. Die Bürgermeister verwalten nicht nur Bürger, sondern die Bürgermeister sind auch Menschen, die sehr nah am Herzen der Bürger sind. Wir kriegen schon mit, wie die Bürgerinnen und Bürger unserer Städte, unserer Gemeinden ticken. Euroskepsis. Il y a pas un problème. Oh, excusez-moi, donc c'est en fait un problème technique. Sie müssen nochmal anfangen, denn die Verdolmetschung ist gar nicht rübergekommen. Ich glaube, die Anlage funktioniert. Traductrice nous résume le propos ensuite. Voilà. Avec un micro, voilà. Non, non, je vais rien résumer, je vais le faire en simultané. Vous avez des casques? Oui, voilà. Pas suffisamment de casques, donc le mieux, ça serait avec le micro, une fois que Kurt aura parlé. Allez-y, Kurt, s'il vous plaît. Ist für Also, wir müssen nochmal anfangen, das funktioniert nicht richtig, wir machen das jetzt simultan. Okay. Hören Sie mich? Ouais. Ja, Tout le monde m'entend? Okay. Voilà, donc Monsieur le maire de... Also ich habe angefangen zu sagen, also commencé par dire hier ist eine Ebene der Bürgermeister. que nous sommes ici des maires présents, ici devant. Nous sommes Und des wir maires. verwalten nicht Et nur nous, eine Stadt, n'administrons pas simplement nos citoyens. sondern wir hören auch zu. Und ich Nous avons glaube, des oreilles et nous sommes à l'écoute de nos citoyens. wir wissen sehr gut, wie unsere Menschen in unseren Nous Gemeinden savons ticken. pertinemment comment ces personnes, comment nos citoyens fonctionnent. Ich bin überzeugt davon, dass es immer Je suis convaincu Euroskepsis in jeder Gemeinde qu'il geben y aura wird. toujours des eurosceptiques partout, dans toutes les communes. Aber in unseren Gemeinden ist die Mehrheit immer Mais dans nos pro communes, Europa. la majorité est pour l'Europe. Und Frankreich hat letztes Wochenende La France gezeigt, a voté wie man wählt, wie et man a richtig montré wählt. comment il faut voter. Und für uns alle eine große Angst Et genommen hat. ceci nous a vraiment rassurés parce que nous étions très très anxieux. Wir saßen gestern schon zusammen, der Hier Bürgermeister, soir, nous les maires, nous étions déjà rassemblés. und haben uns im Großen und Pour Ganzen auf einige wenige Nous Punkte verständigt. échanger. Nous étions d'accord sur les points clés. Auch unsere Bürger sagen, wir brauchen eine Nos gemeinsame citoyens nous disent Außenpolitik, nous faut une politique commune eine gemeinsame Verteidigungspolitik extérieure, une politique de défense commune und eine gemeinsame et Finanzpolitik. une politique fiscale commune. Und das haben wir gestern gesagt. Nous l'avons dit et constaté. Und heute Morgen schaue ich die deutschen Et Nachrichten an. aujourd'hui, ce matin, j'ai écouté les actualités allemandes Dass der deutsche Außenminister Gabriel, et j'ai SPD, entendu que Sozialdemokrat, notre ministre extérieur, qui fait Und- partie du Parti social-démocrate, und der deutsche Finanzminister, et le ministre konservativ, de CDU, Finances, qui fait partie du Parti conservateur chrétien, Folgendes sagt: ont dit Wir brauchen la chose einen suivante. gemeinsamen Finanzminister, Il nous faut un europäisch. ministre des Finances commun en Europe. Das war die Botschaft von Issili C'était Molino. le message que nous apportons ici, d'ici les Moulineaux. Vielleicht jetzt zu den Fragen, die was unsere Bürgerinnen und En Bürger ce so qui angeht. concerne les questions qui préoccupent nos citoyens. Unsere Redner vorhin haben ganz klar gesagt, was sind die Les Vorteile von participants Europa. ont clairement parlé des bienfaits de l'Europe. Ich schaue mal in die Gesichter von einigen Personen, Je die hier sind. regarde ici des personnes qui participent à cette discussion dans cette salle. Kennen noch die Situation, wenn ich als Deutscher nach Vous Rimini gefahren bin. connaissez certainement encore l'époque dans laquelle moi, en tant qu'Allemand, je me suis rendu à Rimini, en Italie. 4 Grenzkontrollen und jedes Mal musste ich die Weinflaschen und die fallait- Zigaretten rausnehmen Je aus dem Auto und passe zeigen. 4 frontières avec des contrôles des douanes. Il fallait que je sorte mes paquets de cigarettes, mes bouteilles de vin et tout cela. Die Jungen, die heute da sind, Les jeunes qui participent kennen das ici à cette discussion ne connaissent pas cette die situation. kennen das nicht.
Die Jungen kennen auch nicht, Les jeunes wenn wir davon ne reden, savent pas non plus 72 ce que ça Jahre veut dire. Frieden und Nous Freiheit. vivons depuis 72 ans Die en Jungen kennen paix das nicht. et en liberté. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. C'est un problème. Wir schwafeln nicht. Ich hoffe, Sie finden das richtige Wort für auf Französisch, schwafeln, auf einem Niveau, das der Nous Bürger nicht plaignons mehr à un versteht. niveau très, très, très haut niveau. Des choses où il n'y a vraiment Und pratiquement pas de problème. unsere Bürger Nos citoyens dans nos villes et sagen, communes nous hey, disent, Luciano, wie kann das sein, Luciano, comment c'est possible dass die Reichen immer que reicher les werden riches deviennent plus riches und ich kaum noch meine Familie et moi, j'ai durchbringe? du mal à faire bouillir la marmite et faire Luciano, vivre ma famille. meine Rente Luciano, ist so voilà, hoch. j'ai une Meine Rente retraite ist so hoch. qui n'est pas Ich très bin ein grande. Sozialfall. Je fais Habe partie 40 Jahre des gearbeitet. personnes qui vivent vraiment au minimum et j'ai travaillé pendant 40 ans. Wie kann es sein, dass wir in Deutschland Comment c'est possible qu'en Allemagne, ideale Arbeitsmarktbedingungen haben, les conditions Arbeitslosigkeit du gegen Null marché du travail sont excellentes, le chômage est pratiquement und die autour de Jugend zéro. von Griechenland, Et les jeunes von en Grèce, Süditalien en und die Italie Jugend von en Spanien die Espagne Arbeitslosigkeit bei 30% hat. connaissent un chômage autour de 30%. Da haben wir doch alle über Jahrzehnte Ça fait zugeschaut des années, und diese des Entwicklung décennies zugelassen. que nous avons croisé les bras. Und das müssen wir unseren Et Bürgerinnen und c'est Bürgern ça ce erklären, qu'il faut dass wir das expliquer aux umschichten citoyens, wollen. qu'il faut en fait permettre un transfert. Und Madame Fontaine, ich glaube, ich hatte es Madame angesprochen, l'a énoncé à juste titre. nach der Bankenkrise 2009, Après la crise des banques en 2009, was haben unsere Volksvertreter gesagt? qu'est-ce qu'ils ont dit, nos Wir müssen die députés? Banken kontrollieren. Il faut contrôler Wir les dürfen diese banques. Finanzprodukte, die Il keiner kennt, nicht faut mehr zulassen. contrôler tous ces produits dérivés de finances que personne ne connaît. Und was haben wir gemacht? Et qu'est-ce que nous avons fait? Rien, nichts, nichts. Rien. Das ist das Problem von Europa C'est le und das ist die problème de l'Europe. Et c'est ça la source de Merci, l'euroscepticisme. Philippe. Donc, on verra si, notamment Philippe Juvin ne peut pas nous apporter des précisions sur la réponse que l'Europe a apportée à la menace financière quand la finance devient folle. Mais je veux donner la parole maintenant à l'Italie, chère à mon cœur également. À vous, monsieur le maire. Grazie. Donc, Un saluto a merci. tutti. Io vorrei Je voudrais porre l'accento su un aspetto. souligner un aspect de ce problème. Credo, Je voudrais souligner un aspect de ce problème. credo che tutti noi, coloro che sono presenti in questa sala, Je pense que nous abbiano tous, nous la qui stessa sommes identica présents dans cette salle, nous avons idea sull'Europa. la même idée sur l'Europe. Io credo che sia un concetto Je in pense senso lato che non può essere que messo in discussione. L'Europe est une idée qui ne peut pas être remise en discussion. Credo Je crois aussi che la funzione che ha avuto questo, tra virgolette, organismo que dal dopoguerra le adesso rôle qu'a joué l'Europe après la fin non de la possa guerre che jusqu'à non maintenant, avere avuto effetti positivi. le rôle de l'Europe n'a pu être que positif. Però abbiamo un problema. Mais nous avons un problème. Il problema, per essere risolto, Et pour résoudre ce problème, deve essere affrontato il faut qu'on l'aborde in tutti i suoi aspetti. sous tous ses aspects. Il primo sul quale vorrei porre l'accento Et voilà donc les aspects que je voulais vous souligner. Le premier de ces aspects, non voglio generalizzare perché probabilmente ognuno degli Stati je membri a pense casa sua ha, que come dire, problematiche chacun diverse. de nos États membres peut avoir des problèmes différents, des visions différentes des choses, mais d'une manière un peu générale, Tuttavia Je l'euroscetticismo voudrais vous credo dire- che possa essere una
conseguenza que l'euroscepticisme peut di una être disaffezione oramai une conclamata nei confronti conséquence della politica. de la désaffection vis-à-vis des politiques ou de la politique. Il dato di percentuale dei votanti, statisticamente, se uno lo va a leggere, Pourcentage des personnes qui acceptent d'aller voter non può che dimostrare che comunque sia nous indique que uno degli elementi più alti della democrazia è l'unica arma che ha a disposizione il cittadino, che è quella del voto, des éléments les plus importants de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du citoyen d'exercer son droit de vote, eh bien, ce è pouvoir stato completamente messo nel cassetto, n'est abbandonato. pas souvent exercé. E allora tutti coloro che fanno donc, politica attiva Tous les politiques debbono in qualche modo domandarsi doivent il perché. se poser la question, pourquoi les citoyens ne sont pas si disposés à exercer leur droit de vote? Probabilmente c'è anche una corresponsabilità da parte Il y a di coloro peut-être aussi che fanno politica, une responsabilité de la part des politiques, perché comunque car per una serie di concause pour toute une non sono série stati de in grado raisons, les politiques n'ont peut-être pas été à même di dare delle risposte de a risoluzione di problematiche fournir oggettive. des réponses à des problèmes objectifs des citoyens. E l'Europa in questo attuale momento storico Et l'Europe, en ce moment historique, sconta la stessa identica negatività. paie les frais de ce sentiment négatif. Credo che l'Europa, così come era stata pensata 60 anni fa, Pense que l'Europe, telle qu'on l'avait conçue il y a une soixantaine d'années, nata appunto l'Europe dal manifesto di qui Ventotene, était née après le manifeste de Ventotene, vous connaissez tous. possa essere considerata, L'Europe- lo dico in senso positivo e non in Et je senso l'affirme come un soggetto obsoleto, comunque sia miope, che non riesce l'Europe ne peut pas être considérée comme quelque chose d'obsolète, a comme dare quelle risposte che la comme, cittadinanza oggi ci une chiede. institution qui n'est plus à même de fournir des réponses que les citoyens attendent de nous. Abbiamo la necessità di avere Donc, il un'Europa faut politica que nous unita. ayons une Europe politique. E qualcuno dei relatori prima lo faceva Quelqu'un presente. des orateurs tout à l'heure Il a fatto che d'ailleurs l'Europa souligné siamo noi le fait que bon, l'Europe, c'est nous. e la nostra classe politica E non può nel la modo più classe assoluto, politique, come avviene anche in Italia, comme d'ailleurs il arrive aussi en Italie, la classe politique denigrare ne peut pas se l'Europa nella permettre sua de critiquer presenza, nel suo complesso. l'Europe dans son ensemble. Noi abbiamo vissuto momenti On a bruttissimi vécu con la crisi economica, une lo crise stato sociale économique è a très rischio e grave. questo è un elemento che dobbiamo l'état social nel est modo più à assoluto risque. tenere in Et c'est considerazione. quelque chose dont il faut tenir compte dans nos réflexions. E storicamente, quando il popolo sta male, Historiquement, vous savez tous, quand le peuple ha souffre, necessità di trovare un nemico, le peuple recherche un ennemi. e all'interno di questo processo si infilano degli speculatori che oggi il y a sono aussi coloro che fomentano des personnes l'anti-europeismo. Spécule sur ce besoin du peuple et donc qui crée l'anti-européisme. Nel nostro piccolo noi cerchiamo attraverso i gemellaggi Grâce au jumelage, nous essayons di portare avanti quest'idea europea, de soutenir cette idée européenne. nella consapevolezza comunque Mais che nous attraverso la savons conoscenza que grâce aux connaissances, possiamo risolvere quei problemi di integrazione nous pouvons résoudre certains problèmes d'intégration che noi scontiamo quotidianamente. que nous devons aborder pratiquement tous les jours. Termino qui per non prendere troppo tempo Je e vorrei voudrais finire con una battuta. conclure tout simplement en vous disant cela. I più forti al calcio sono gli italiani. Ah oui, non, tout simplement que pour le foot, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Allemands, ce sont les Italiens Oui, les meilleurs au c'est foot. vrai. D'ailleurs, ça me permet de dire que c'est contre Albstadt que nous avons gagné 3-0 et non pas contre Winnenden. Et que ma deuxième sortie de France comme un Savoyard, c'était pour
pour aller en Italie, à Bardonnecchia, à faire des tournois, et qu'il a fallu au moins 4 années pour gagner contre les Italiens. Donc c'est vrai que vous êtes forts, les Italiens. Alors, voilà, on va ouvrir à la salle, évidemment, l'échange. Si M. Steve Curran veut nous dire quelque chose aussi, bien sûr, et puis ensuite on posera des questions depuis la salle également. Je vais être bref. Can you turn on your mic? I'll be short in my... À la différence des autres participants, je serai bref. We've only won the World Cup once. Nous avons gagné la Coupe du Monde une seule fois, la Coupe de foot, donc voilà. But as far as I know, Italy, France, Belgium or Spain have not won the Rugby World Cup yet. Je pense que les autres pays n'ont pas gagné la Coupe du rugby, et nous l'avons gagnée, donc voilà la différence. On a more serious note, and that's why we're here. Mais pour être plus sérieux, c'est pour cela que nous sommes ici. When David Cameron went to Europe and asked for some changes that would help him. Lorsque David Cameron s'est tourné vers l'Europe et a demandé certains changements qui pourraient l'aider. And I'm not an apologist for David Cameron or his Tory government. Et je ne cherche certainement pas à faire des excuses pour David Cameron et pour son gouvernement conservateur. But people of Europe should have seen what the writing on the wall. Mais à cette époque-là, il fallait voir que les dés étaient lancés déjà. The reaction from Europe to Britain's request for changes. Et la réaction face aux demandes de changement de la part du Royaume-Uni led to the right in the Conservative Party and in UKIP gaining strength. Ont au contraire mené au renforcement de la droite. Which in turn allowed them to win the referendum. Ce qui a permis à la droite conservatrice au Royaume-Uni de remporter le référendum. Which I believe is a disaster for the UK. Et je pense que ceci est vraiment une catastrophe pour le Royaume-Uni. Not only is it a disaster for the UK but Europe, but also it will, I'm sure, affect the Union in the United Kingdom. Ceci aura un impact dévastateur sur la Grande-Bretagne, sur l'Europe, mais également sur notre union au sein du Royaume-Uni. With Scotland and Wales and possibly Ireland wishing to leave the Union. En effet, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande ont déjà exprimé le souhait de quitter le Royaume-Uni. The biggest problem for the British people, I believe, and it's my personal view. Le problème le plus important pour le peuple britannique, et ceci c'est mon point de vue personnel, was the impacts of the financial crisis. Ce sont les impacts de la crise financière. The insecurity that followed from that. L'insécurité qui en a suivi. The failure of Europe and the European countries to deal with the Middle East. L'incapacité de l'Europe et des pays européens à gérer la crise au Moyen-Orient. Which led in turn to mass migration. Et c'est cela qui a causé ce flux migratoire tellement important. Which is the milk and honey, if that's the wrong expression, I know, but it's a sucker that the right wing needs. Et en fait, ceci a vraiment beaucoup aidé la cause du côté conservateur. And across Europe, the right is on the march. Like everyone else, I was delighted that France didn't vote for a hard left president, but in Holland, in Belgium, in Germany, these threats are still there. Partout en Europe, il y a une montée de l'extrême droite et je suis ravie que la France n'ait pas voté pour un candidat de l'extrême droite, mais dans d'autres pays européens, cette menace persiste. I'm here because I am a European and so are my colleagues. Je suis ici car je suis européen, ainsi que le sont mes collègues. As I mentioned yesterday, we have over 140 languages spoken in Hounslow. Comme je l'ai dit hier, il y a plus de 140 langues qui sont parlées dans notre ville de Hounslow. With nearly 275,000 people. Et nous avons une habitation de 275 000 habitants. Nigel Farage made headlines across Europe. Nigel Farage a fait les gros titres partout en Europe, n'est-ce pas? When he said he was on top of a double-decker bus. Lorsqu'il a annoncé qu'il était dans l'un de ces bus londoniens à 2 étages. And he couldn't hear English being spoken. Et que autour de lui personne ne parlait l'anglais. This is the level
of debate with these people. Voilà le niveau de débat que l'on peut avoir avec ce genre d'individus. I'm proud that he couldn't hear English on the double-decker bus, and I hope that bus was in Hounslow. Quant à moi je suis fier qu'il n'ait pas pu entendre de l'anglais dans ce bus à double étage, et j'espère que ce bus se trouvait dans la ville de Hounslow. So I would advise the rest of Europe to look what happened to the UK. Mon conseil au reste de l'Europe, c'est regarder ce qui est arrivé au Royaume-Uni. And whatever happens, stay strong, stay together. Mais quoi qu'il arrive, restez forts, restez solidaires. And maybe one day the UK come back. Et peut-être qu'un jour, nous vous rejoindrions à nouveau. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you so much indeed. Il est temps maintenant de solliciter l'un ou l'autre d'entre vous pour des questions à nos intervenants. On me dit qu'il y en a un petit quart d'heure de plus. C'était normalement à 17h30 que nous terminions. Nous pouvons avoir un quart d'heure de plus pour cet échange. Alors, je sais que la première question, au-delà des 3 interventions, est toujours la plus difficile. Est-ce qu'il y a des questions de la salle Madame, allez-y, puis d'autres jeunes gens. Tatiana Protois, bonjour. Madame Fontaine, vous avez dit que c'était une grande chance d'avoir fait intégrer les pays de l'Est dans l'Europe. Personnellement, et d'autres personnes ne comprennent pas très bien. Nous pensons que ça a été fait un petit peu rapidement. C'est quand même après 80 ans d'un communisme pur et dur, avec des gens qui avaient des méthodes de vie, des méthodes de travail, des méthodes de culture différentes. Et aujourd'hui, on ne comprend pas très bien ce que ça apporte et pourquoi ça a été fait aussi rapidement. Merci. Merci beaucoup. D'autres remarques, d'autres questions? Oui, jeune homme. Alors, oui, déjà, j'aimerais revenir sur plusieurs points, parce que vous avez parlé de la communication, surtout vous avez parlé de compte Twitter, en disant que M. Tusk et M. Juncker devaient créer des comptes Twitter en plusieurs langues, mais s'ils créent donc en français et en italien, ils doivent aussi créer dans les 24 différentes langues. Et donc, si on comprend M. Juncker et M. Tusk, on crée aussi un compte Twitter dans 24 langues pour les 750 députés, et ça fait à peu près 17 000 comptes Twitter, ce qui n'est pas vraiment grand, enfin ce qui est déjà assez important, et ça nécessiterait des traducteurs. Et si on trouve à peu près des traducteurs qui parlent 24 langues, on en embauche 750 pour des gens qui ont sur Twitter, et pour M. Tusk, il a à peu près 400 000 followers, donc ça fait comparé aux 600 millions d'Européens qui vivent dans l'Union européenne. Donc je trouve que c'est pas très important. Et par rapport aux interventions militaires, vous avez parlé de créer une armée européenne, mais comme je ne soutiens pas du tout Nigel Farage, mais comme il l'avait dit, pourquoi faire? Pour combattre la Russie, par exemple, je vois vraiment pas l'intérêt. Surtout, vous avez dit que on devrait arrêter de laisser les Américains y aller tout seuls, mais c'est aussi les Américains qui créent beaucoup de guerres. Et les Américains ont 500 milliards de budget pour la défense, quand toute l'Union européenne n'en a que 200. Donc est-ce qu'on ne devrait pas justement laisser les Américains le faire, parce que s'ils se considèrent comme gendarmes du monde, autant qu'ils endossent la responsabilité. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, ici. Approchez-vous d'un micro, s'il vous plaît, jeune homme. Bonjour à tous. Alors ma question porte sur la structure administrative de l'Union européenne. La grande remarque qu'on entend très souvent dans la bouche des citoyens européens, c'est que l'Europe serait, d'un point de vue structurel et administratif, trop lourd. Alors vous avez parlé tout à l'heure des différentes politiques qui ont été menées pour le projet européen, la politique agricole, également le marché commun, Schengen. La vraie question, en fait, moi, que je pense que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que la structure européenne, donc Commission, Parlement et Conseil, est indispensable? Parce que, j'ai envie de dire, si le débat est compliqué déjà au sein des assemblées françaises, où il y a 570 députés, comment, au sein du Parlement européen, avec toutes les langues représentées et avec tous les parlementaires présents, avec donc cette structure en 3 assemblées, enfin
en 3 répartitions. Comment est-ce qu'on peut réussir à mener des politiques communes, notamment à 28 pays? Est-ce qu'il ne faudrait pas en fait simplement une Union européenne peut-être avec moins de représentants, moins de lourdeur administrative, ou peut-être tout simplement repenser l'Europe avec peut-être, comme on a parlé tout à l'heure des pays de l'Union de l'Europe de l'Est qui ont été intégrés peut-être rapidement. Est-ce que donc on n'aurait pas aujourd'hui une Europe à 2 vitesses qui serait due à une structure administrative trop complexe qui par ailleurs n'est pas du tout comprise par les citoyens européens? Merci. Merci, c'est des questions un peu diverses. Il y a des questions sur le fonctionnement de l'Europe, il y a une question sur ce que Nicole Fontaine avait appelé la réunification au moment du grand élargissement de 2004, et une autre question double, mais qui est à la fois sur le fonctionnement et puis sur la dimension un peu plus géopolitique. Alors je vous laisse l'un et l'autre choisir sur quel enjeu, ou peut-être pourquoi pas les trois, et dans quel ordre. Peut-être Philippe Juvin d'abord. Nous allons picorer les uns et les autres dans les remarques qui ont été faites. Donc je les prends vos remarques à la suite et j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. D'abord, est-ce que l'Union européenne, c'est administrativement très lourd? Est-ce que vous savez, monsieur, combien il y a de fonctionnaires qui travaillent pour toutes les institutions européennes? Toutes. Il y a moins de fonctionnaires. Je pense que quand je vais vous dire ça, vous n'allez pas me croire, mais vous irez vérifier. Il y a moins de fonctionnaires européens au Parlement, plus au Conseil, plus à la Cour, plus à la Commission, moins de fonctionnaires européens que de fonctionnaires qui travaillent à la ville de Paris. Donc, ayez cette idée en tête que pour que le machin ou le bidule, aurait dit le général de Gaulle, fonctionne, il faut des gens qui le fassent fonctionner. Et donc, le fantasme des structures politiques qui fonctionneraient sans fonctionnaires, ça n'existe pas. Ce qui n'est pas bien, c'est que quand il y en a beaucoup, mais je vous ai donné ce chiffre, à vous d'en tirer les conséquences que vous voulez. Deuxièmement, est-ce que finalement une Europe à plusieurs vitesses, ça ne serait pas mieux, etc., etc. En fait, nous avons collectivement fait un choix qui est à mi-chemin, donc qui est imparfait, entre une Europe qui accepte les États et en même temps veut des représentants des peuples. C'est pour ça qu'il y a le Conseil et le Parlement. On aurait pu faire le choix de dire, au fond, les États n'ont plus de pouvoir. On s'adresse directement au peuple, on n'a que le Parlement européen. Dans ces cas-là, effectivement, on peut supprimer le Conseil. On aurait pu faire le choix de dire l'Europe n'est qu'une fédération d'États souverains qui décident ensemble. Et dans ces cas-là, on ne prend que le Conseil et on ferme le Parlement européen, mais on perd le contact direct avec le concitoyen. Donc le système n'est pas parfait, mais dans l'imperfection, je pense que c'est le moins imparfait. Vous connaissez le mot de Churchill sur la démocratie qui est le moins bon système à l'exclusion de tous les autres. On est un peu dans cette affaire-là. Troisièmement, je picore un de vos reproches. L'immigration, ça ne marche pas bien. L'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? On reproche beaucoup à l'Europe, plus exactement à l'Union européenne, ce qu'elle n'est pas autorisée à faire. C'est-à-dire que l'Union européenne a des compétences, mais il y a des secteurs qui ne sont pas de sa compétence. Et souvent, on la critique sur des secteurs qui ne sont pas de sa compétence. Mais le plus drôle, c'est que ceux qui critiquent l'Europe parce qu'elle ne fait pas dans certains domaines sont souvent des États qui refuseraient de lui donner ces compétences-là. Prenons l'exemple de l'immigration. Et pardon, à votre avis, combien l'Union européenne a-t-elle de bateaux, d'avions, de gardes-frontières avec une casquette Union européenne? Il n'y en a pas. Ah, il y a Frontex, quelques centaines, mais qui sont en fait des fonctionnaires nationaux mis à disposition. Il n'y a pas de bateau européen pour sauver en mer. Il n'y a pas d'avion européen. Au fond, tout ça ne fonctionne que par l'agrégation de ce que veulent bien donner les États. Et donc, il est curieux de dire que les États disent « Regardez, l'Europe est incapable d'agir », mais refuse de mettre à disposition sa marine ou son aviation. Donc, ne soyez pas dupes de ce jeu très curieux où on reproche à l'Europe ce qu'on lui empêche de faire, en fait. Quatrième réponse, sur les armées. Moi, je suis comme vous, je crois qu'une armée, au sens armée européenne, où il y aurait des régiments avec des gens de tous les États, on n'est pas mûr pour ça. Pourquoi? Parce que pour une armée, il faut accepter de mourir pour une cause supérieure, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, les Européens n'ont pas encore identifié pourquoi ils peuvent être collectivement fiers. Donc je pense qu'une armée européenne, aujourd'hui, c'est un truc d'intellectuel, et ça ne peut pas marcher sur le terrain. Et puis les États ne veulent pas, accessoirement, ce qui règle le problème. Non, mais moi j'ai une expérience personnelle. Juste avant d'être élu parlementaire européen, un an avant, en 2008,
Je suis parti, alors que je suis un civil comme vous, 3 mois comme médecin militaire en Afghanistan, avec l'armée française qui à l'époque avait des troupes déployées là-bas. J'ai été volontaire comme officier de réserve. J'étais l'anesthésiste réanimateur chargé du soutien sanitaire des troupes françaises engagées là-bas. Et là-bas, j'étais avec des Italiens, des Portugais, des Allemands, des Bulgares, et j'étais frappé d'une chose, c'est quand on partait en patrouille, les munitions des Français n'étaient pas celles des Italiens. Les radios qu'utilisaient les Français n'étaient pas entendables par les Allemands. Les hélicoptères italiens ne répondaient pas aux mêmes doctrines d'emploi que les hélicoptères français. Et donc, avant de penser à une armée qui n'est pas prête pour ça intellectuellement, ce que nous souhaitons, nous, c'est déjà homogénéiser des chaînes de commandement, des munitions, des matériels. Déjà, si on faisait l'union des industries de défense, on aurait fait un pas considérable. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Enfin, je réponds sur le Brexit. J'ai entendu mon collègue britannique parler du Brexit. J'ai vu les élections locales en Grande-Bretagne il y a une semaine, enfin il y a 10 jours, avec une défaite électorale cuisante pour UKIP. Et donc, les Britanniques semblent avoir compris que ce qu'on leur a raconté comme petite histoire il y a 1 an, en fait, ne fonctionne pas. Et que au Parlement européen, moi je vois M. Farage, il nous avait promis qu'il démissionnerait. Je me souviens même, il nous avait fait ses adieux au Parlement européen au mois d'avril dernier, en disant c'est la dernière fois que je parle. Mais il est toujours là, M. Farage. Pourquoi? Parce que je pense que la soupe est bonne, vous voyez. Donc, ne croyez pas aussi tous ceux qui vous racontent des petites histoires. Enfin, juste avant, Nicole, je réponds à Madame sur l'Est. J'entends ce que vous dites sur les pays de l'Est. Mais le vrai sujet, c'est quand vous êtes à Prague, quand vous êtes à Varsovie, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans le même bassin de civilisation? Moi, j'ai le sentiment. Voilà. J'ai ce sentiment-là. Donc ça justifie qu'on nous appartenions à un même domaine. Et il n'y a pas de contradiction entre la fierté d'être français. Moi, je suis éperdument fier, pardon, hein, c'est peut-être un peu ringard, d'être français. Je suis un très grand patriote. J'aime beaucoup mon pays, mais j'ai fait une analyse. C'est que si je ne m'appuie pas sur un ensemble plus large, eh bien mon beau pays n'existera plus. En tout cas, il ne pèsera plus. Et englober les pays de l'Est de l'Europe, ça a permis probablement à l'Union de trouver, pour l'avenir, des capacités d'évolution et de développement supplémentaires. Et puis, j'entends toujours avec une certaine ironie, beaucoup de gens nous dire qu'ils sont pour l'Europe sociale, mais sans les Roumains, sans les Bulgares et sans les Polonais. Écoutez, s'ils sont pour l'Europe sociale, ils sont pour une augmentation du niveau général des conditions sociales dans l'Union. Et ne serait-ce que ça justifie qu'on ait accueilli chez nous des États qu'on avait laissé tomber, avant la guerre et après la guerre. On avait une petite dette à payer. Je pense que nous sommes en train, enfin, de la payer. Merci. Nicole. Oui, Philippe a bien répondu à la question posée par Madame. J'ajouterai juste un mot. Je pense, comme vous l'avez très bien dit, Philippe, que c'est l'adhésion de ces pays, à partir du moment où le mur de Berlin est tombé en 1989, était absolument incontournable. Incontournable parce que ces pays faisaient partie de la réalité vivante de l'Europe, de sa réalité géographique, historique, économique, culturelle. Bon. Alors, Madame, quand vous dites pourquoi a-t-on fait si vite, chute du mur 1989, adhésion 2004 et 2009 pour la Roumanie et la Bulgarie. 15 ans. Bon, je crois quand même que... et même, ça a même duré tellement longtemps qu'on a assez découragé les citoyens des pays concernés, au point qu'aujourd'hui, l'euroscepticisme a également gagné ces pays. En revanche, ce que j'ai voulu dire, c'est que ça n'avait pas été suffisamment préparé et suffisamment expliqué. Je pense que là, c'est là où certainement on a tous failli, et notamment, on n'a pas vu en France qu'il y avait des opportunités économiques formidables. Nos amis allemands l'ont beaucoup mieux vu.
Mais souvent, je disais aux industriels, aux entrepreneurs que je rencontrais, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans ces pays? Là, il y a vraiment un marché formidable qui s'ouvre. C'est une opportunité. Et on voyait plutôt, en France, on voyait ça d'une façon défensive, d'une façon protectrice, en se disant, mais ils vont nous envahir. C'est le fameux syndrome du plombier polonais, qui est bien, oui, qui est bien connu. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il faut reprendre les choses. Alors, je voudrais dire peut-être à notre ami allemand, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais je crois que ça serait injuste de dire que l'Union européenne n'a pas apporté de réponse à la crise financière, à la finance devenue folle. Non, il y a eu des réponses, encore une fois, trop techniques, des réponses qui n'ont pas été suffisamment expliquées. Là aussi, on a un déficit de communication, un déficit démocratique absolument considérable. Il faut qu'on le comble tous ensemble. Et les collectivités territoriales ont un rôle tout à fait important à jouer, de même d'ailleurs que les parlements nationaux. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, on a mis quand même une régulation, une certaine régulation, on a mis... En revanche, ce que je souhaiterais qu'on approfondisse, je le dis avec délicatesse à nos amis allemands, c'est le débat entre la croissance, la rigueur et la croissance. Est-ce que la rigueur tue la croissance? Dans quelle mesure est-ce qu'une excessive rigueur, bien sûr, on est bien conscients tous que les déficits, il faut absolument les maîtriser, c'est vrai. Mais en même temps, si on tue la croissance, là, il y a un problème et la réflexion n'a pas été, à mon avis, suffisamment approfondie. Notre ami italien a dit on n'a pas apporté de réponse aux problèmes des citoyens, c'est vrai. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on reprenne ce que Jean Monnet et Robert Schuman disaient, des réalisations concrètes. Il faut qu'on parte de l'attente des citoyens. Moi, je vois 3 axes. Je vois la croissance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le chômage ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des voies. C'est le plan d'investissement Juncker qui pourrait être plus ambitieux. Il y a le fameux programme Erasmus pour l'apprentissage, qui est une perspective tout à fait intéressante. Pour le moment, elle est encore très embryonnaire. Bon, il y a une politique européenne numérique, dans le domaine numérique, dans le domaine industriel. Il y a beaucoup vraiment de concrétisation que nous pouvons faire, et puis, bien sûr, des progrès dans le domaine de l'Europe sociale. Ça, c'est absolument indispensable. Nous devons assortir le marché intérieur de sa dimension sociale. Je sais que ce n'est pas facile parce que ça continue à relever d'une certaine part des politiques nationales, mais on peut faire des choses ensemble. Le deuxième axe que je vois, la deuxième ligne, c'est la sécurité interne, sécurité externe, c'est le renforcement des frontières extérieures. Il y a des choses qui ont été faites, là aussi, mais bon, peut mieux faire, comme on dit. Et puis, la lutte contre le terrorisme. C'est sûr que pour les citoyens, voir des abominables terroristes qui se baladent comme ça, qui passent 5 frontières, comme ça a été le cas pour le tueur de Berlin, c'est inimaginable. Alors c'est délicat parce que là on touche à des domaines de souveraineté, bien sûr, mais si on veut être plus efficace, il faudra accepter certains transferts de souveraineté. Si on veut renforcer notamment la coopération entre les pays de la zone euro, il faudra accepter, mais il faudra que les citoyens aient bien les données du problème en main, qu'ils savent... Bon. Et le troisième domaine, je pense au rayonnement de l'Europe, c'est la politique extérieure commune, c'est la politique de développement aussi à l'intention de nos amis des pays tiers. Je voudrais terminer en m'adressant à notre ami britannique. J'ai eu beaucoup, et j'ai toujours beaucoup d'amis britanniques, et je les vois tristes, et je suis triste avec eux, parce que c'est vrai, vous l'avez très bien dit, ce qui s'est passé est triste pour la Grande-Bretagne, et pour nous tous. Je dirais, si vous me permettez, au risque de m'ingérer dans les affaires intérieures de la Grande-Bretagne, à Dieu ne plaise, je vous dirais avec beaucoup de sincérité que les prétentions de Mme May ne sont pas raisonnables. Nous devons pouvoir retrouver une nouvelle relation. Mais lorsqu'on met comme condition qu'on va dissocier les 4 libertés qui sont dans le traité de Rome et que
on va garder sa souveraineté dans le domaine de la libre circulation des citoyens. Lorsque l'on dit qu'on ne veut plus de la tutelle de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque l'on dit que l'on ne veut plus contribuer au budget de l'Union européenne, comment va-t-on pouvoir recréer une relation comme nous l'avons avec des pays comme la Norvège, comme le Liechtenstein, comme la Suisse? C'est mission impossible, alors que c'est une mission nécessaire et que nous devons retrouver cette entente dans l'intérêt, encore une fois, de tous. Vraiment, je le pense très sincèrement. Et puis aussi, je dirais que l'article 50 du traité de Rome prévoit qu'une fois qu'on a quitté, on peut revenir. Non, non, mais ce n'est pas une blague, c'est prévu. C'est prévu dans l'article 50 du traité de Rome. Mais si un jour nos amis britanniques, et je le souhaite de tout cœur, parce que j'ai observé que la jeunesse britannique a voté pour le Remain en majorité, si un jour vous revenez, alors à ce moment-là, il ne faudra pas que vous reveniez seulement pour les avantages d'un grand marché. Il faudra que vous reveniez pour adhérer à un projet collectif, un grand projet collectif, une communauté de valeurs et de destin. Et à ce moment-là, que les choses soient très claires, et je serais tentée de vous dire, car je le pense sincèrement, ce n'est qu'un au revoir. Merci. La transition est assez facile pour dire que l'heure de nous dire au revoir approche. Ce ne sera qu'un au revoir aussi, sauf s'il y avait une dernière question éventuelle. Sinon... Moi, ce n'est pas une question, c'est quelque chose qui peut peut-être me rendre optimiste. J'ai un certain âge. La France, à une époque, ne supportait pas les Rital, ne supportait pas l'immigration espagnole, portugaise. Maintenant qu'il y a l'Europe, j'en ai plus jamais question de ça. Alors, il y a quand même des choses qui s'améliorent. Je dirais juste un mot pour la fin, puisqu'on a parlé de l'Europe centrale, orientale. Pendant cette campagne, j'ai beaucoup pensé à un écrivain né à Vilnius, qui s'appelle Romain Gary, et qui a fini par venir à Nice, et puis qui après a été l'écrivain que nous savons, le résistant à Londres, un ambassadeur de France, un prix Goncourt, qui a dit cette phrase toute simple sur la différence entre le patriotisme et le nationalisme. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et je crois, comme Philippe Juvin, qu'on peut aimer les siens en tant que Français, en tant qu'Européens et même en tant que citoyen du monde. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Voilà. Et je crois que la France, il y a une petite semaine, a fait un choix assez clair sur ce sujet et j'espère que ça sera confirmé dans les années qui viennent naturellement. Voilà, je donne maintenant la parole pour le mot de la fin à Alain Lévy. Merci beaucoup. Donc, nous venons d'assister à une conférence exceptionnelle avec des intervenants prestigieux, passionnants et pertinents. Je les remercie encore une fois en notre nom à tous d'avoir bien voulu participer à ce temps fort de notre programmation ici Faites l'Europe. Nul doute que leur témoignage et leur expérience de l'Union européenne, leur vision du futur de l'Europe, enrichissent nos propres réflexions. C'est, je crois, un moment charnière de l'histoire de l'Union européenne que nous vivons, le temps du choix d'une trajectoire qui puisse garantir la paix entre les peuples, la prospérité entre les nations, mais aussi qui redonne du sens à l'Europe, qui la réenchante pour de nouvelles générations. Aujourd'hui, les discours où l'Union européenne ne représente qu'un problème, alors qu'est, on vient bien de le voir ici, fondamentalement une solution, se multiplient et gagnent sans cesse du terrain dans les discours et les opinions publiques. Sans les délégitimer, car l'euroscepticisme est l'expression d'une défiance plus large que nous ne pouvons balayer d'un revers de la main, il était cependant crucial de prendre ensemble le temps de ce débat. Alors à Issy-les-Moulineaux, nous sommes ouverts sur le monde et sur l'Europe. Nous avons fièrement participé à la construction européenne à travers les liens d'amitié que nous avons tissés avec nos villes jumelles. C'est pourquoi nous avons fait le choix de nous rassembler lors de cette grande fête de l'Europe et de rappeler ce qui nous rassemble hors du temps à la fois festif et convivial, mais aussi dédié, comme cette conférence, à la discussion, à l'information et au débat. À présent, je vous invite à poursuivre les échanges et à faire connaissance avec la délégation de notre ville. On a encore quelques minutes, puisque le village européen se poursuit jusqu'à 18h.
N'oubliez pas 2 petits rendez-vous demain à 14h, demain le 14 mai à 10h30, ici même dans cette salle du conseil municipal, aura lieu la cérémonie des 35 ans de jumelage avec Hounslow et la clôture de notre fête de l'Europe. Je voulais dire aussi, Madame la Présidente, que je crois que vous dédicacez à la librairie Chantelive tout de suite après votre ouvrage. Brexit, une chance, repensez l'Europe. Et on vous y attend évidemment nombreux. Merci à vous, ça a été une fierté de vous voir ici. Une fierté aussi de vous savoir présidente du Parlement européen, car je sais que vous avez contribué à l'avancée de l'Europe et on vous en remercie. Philippe Juvin, merci beaucoup, monsieur l'eurodéputé. On sait le travail que vous faites au quotidien dans les parlements et il était intéressant que vous puissiez aujourd'hui apporter votre témoignage. C'est un député efficace, écoutons-le, il est de notre cru, si je peux me permettre de parler en habitant des Hauts-de-Seine. Merci en tout cas. Et évidemment l'Institut Jacques Delors et vous-même. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous faites des visites de scolaires. Bien sûr. Eh ben, c'est noté effectivement pour que nos scolaires vous... Il y a un stand de l'Institut Jacques Tout Delors. à fait, oui, je sais. Donc, ok. Donc voilà, donc une dernière petite chose. Dans le cadre effectivement de la fête des citoyens à Weiden, d'ici un mois, nous faisons un voyage citoyen parce que nous emmenons aussi des lycéens dans nos villes jumelles. Nous faisons donc un voyage citoyen à Weiden et soyez nombreux à y venir. On a essayé de se casser un peu la tirelire. Vous voyez, André Santini a cassé un petit peu sa tirelire pour nous donner un peu de sous. Eh bien, écoutez, heureusement, et on va pouvoir tous se retrouver d'ici un mois à Weiden. Merci beaucoup et à toutes.